8h30 et les 9h30 du matin. Nous continuons sur Radio Alma. Vous écoutez Bruxelles, ma belle. Et pour commencer l'année, nous faisons fréquemment des propos qui concernent notre vie privée ainsi que notre rôle dans la société. Vous les aurez autant que moi. C'est l'un des thèmes dont on parlera aujourd'hui. Des changements, de transition, d'amélioration. En concret, nous allons parler des systèmes d'échange d'entraide locaux qui consistent à l'échange de temps entre personnes qui font d'activités solidaires pour le bénéfice des autres. L'objectif de l'ESL.be étant que système de gestion Internet des systèmes d'échange d'entrée locaux francophones est de mettre à disposition de ceux-ci des outils qui leur permettent de gérer leurs tâches le plus courant de manière sécurisée. Joachim Dessau, vous êtes un défenseur convaincu de la décroissance économique et du besoin d'apporter quelqu'un de son côté pour faire un monde meilleur. Joachim Dessau, facilitateur de l'ESL en Belgique et en France. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, racontez-nous, qu'est-ce que l'ESL? Alors l'ESL, en gros, c'est un réseau de personnes qui s'échangent des services et des savoirs sans utiliser d'argent et donc sans utiliser de monnaie. Donc ça existe depuis moitié des années 70 au Canada. C'est arrivé en Belgique vers 1995 et ça a pris son envol en Belgique vers 2004. Donc de 95 à 2004, les réseaux étaient un petit peu dormants. Et en gros, dans la pratique, eh bien, on met en contact des personnes. Ces personnes mettent en valeur leurs compétences. Exemple, moi je sais faire du jardinage, l'autre sait réparer des ordinateurs, le troisième va faire du babysitting, etc. Ces gens vont partager du temps et ces moments qui sont vraiment les moments importants. Donc le partage qu'il y a entre les personnes. Ok, donc ça, c'est un échange de services. C'est un échange de services. D'accord. Donc cette idée est née au Canada, vous l'avez dit, dans les années 70. Oui. Et vous êtes ici un peu une référence de son développement en Belgique. Combien de personnes y participent et bénéficient de cette initiative présente? Alors en Belgique, on compte quand même environ au moins 15 000 personnes dans tous les réseaux. Bon, de nouveau, il faut regarder ce chiffre avec beaucoup de discernement parce que ce n'est pas le nombre qui va définir la qualité. Du moins pas encore aujourd'hui. Par contre, nous sommes encore même si nous avons 40 ans d'âge dans le monde, depuis le Canada, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc le nombre aujourd'hui en Belgique n'est pas représentatif de la qualité. La qualité, c'est le changement de conscience qu'on essaie de petit à petit introduire dans les différents réseaux. Et par changement de conscience, on est parti d'un système anglo-saxon, celui du Canada, où à l'époque, les gens, quand ils échangeaient un service, il y avait une comptabilité. Donc en fait, je venais chez toi, je te rendais 2 heures de service pour le jardin, je vais te rendre la pelouse. Eh bien, on comptabilisait, on marquait ça, 2 heures de... Joachim a rendu 2 heures de temps pour la pelouse. On avait même une monnaie dans laquelle on disait, les 2 heures, ça vaut 2 blés, 2 cerises, etc. En 2016, plusieurs selles se sont réunies et se sont aperçus, ont fait un constat. Dans ce constat, ils se sont dit, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche plus. Et donc, qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est qu'au début, les gens ne se connaissent pas. Et en effet, ils font cette comptabilité. Et puis, très peu de temps après, une fois qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois, tout ça tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se produit alors? Une vraie relation humaine. Donc, on passe du système comptable
au système de cohésion sociale, qui fait que, ok, on a l'excuse des services devient un moyen pour que les gens se rencontrent et créent un réseau de confiance entre eux. Parce que je sais que dans le self, je peux donner la clé de chez moi, donner à un membre, il n'y a pas de souci. Il y a une confiance qui s'établit. Donc, le nombre et l'expérience est très important. Donc, les années d'expérience font que les gens, petit à petit, affirment des changements et ont envie que ce soit différent. Donc, on est parti de ce vieux modèle, qui était vraiment le modèle anglo-saxon, pour aller vers un modèle beaucoup plus social, où, aujourd'hui, par exemple, je prends toujours l'exemple de la tonte de pelouse. Je vais tondre la pelouse chez toi, eh bien, c'est un partage. Et alors, on acte un partage. Nous avons un partage entre nous. Ce partage n'a pas de valeur économique. Il a juste une valeur humaine. Et ça, c'est vraiment très important, parce que on n'est pas obligé de le noter, mais ce qui est important, c'est vraiment ce changement qu'il y a eu entre avant et maintenant. Oui, mais peut-être qu'on avait besoin de l'argent, qu'on fait certaines choses justement parce qu'on avait besoin de ces sous pour vivre. Oui, mais alors là, on rentre dans un tout autre contexte. Et je peux expliquer. Par exemple, dans le contexte de monnaie, on prend l'exemple des monnaies locales. Voilà. Elles existent partout dans le monde, les monnaies locales. La première chose à savoir, c'est comment est-ce que j'obtiens une monnaie. Alors, j'obtiens la monnaie de deux façons différentes. Soit j'obtiens une monnaie parce que je possède des euros ou des dollars, si c'est ailleurs, ou la monnaie officielle du pays, et alors j'achète la monnaie au taux de l'euro, en l'occurrence, si c'est en Belgique, ou en France, etc. J'achète la monnaie locale. Donc, exemple, je vais acheter, si je prends l'exemple du Ropi ou d'autres monnaies en Belgique, eh bien, je peux les acheter. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, pour acheter une monnaie, je dois posséder une monnaie. Donc, c'est juste une transaction bancaire, en gros. C'est on reproduit le même système. Donc, ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de s'acheter des monnaies locales. Ceux qui ne peuvent pas se permettre, en plus. Voilà. Deuxième façon d'obtenir une monnaie locale, c'est si dans le cas de certains sels qui ont plutôt un modèle à caractère économique, dans lequel, moi j'ai déjà expliqué que nous on se retrouve pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Eux vont utiliser deux canaux. Ils vont donc rendre le service de tonte de pelouse, et la personne qui a reçu le service va donc les payer en monnaie locale. Ou ils vont vendre un objet, et la personne va payer en monnaie locale. Alors, jusque-là, tout a l'air tout à fait normal. Mais si on anticipe sur la relation que nous allons créer entre les citoyens dans un futur, je m'explique. Jusqu'à présent, avec mon voisin, qu'est-ce qu'on fait? On s'échange les objets, la tondeuse, il vient chez moi me rendre service, de temps en temps je lui rends service, il me conduit, je le conduis. On ne comptabilise absolument rien. On a une relation de confiance, une relation spontanée, une relation qui n'est pas contractuelle. Tout se passe de manière intuitive. Voilà, j'ai besoin de toi, viens m'aider, ok, pas de souci, ok, voilà. Ça crée quelque part même une relation plus que d'amitié. On crée quasi une famille. Pour moi, mon voisin, c'est comme la famille, parce que j'ai créé cette relation de confiance. Si je devais modifier le système par les monnaies locales, qu'est-ce qui se passerait? La relation que je créerais avec lui deviendrait une relation contractuelle, parce qu'à chaque demande qui se produirait, puisque le sel, c'est le voisinage, c'est le côté local, à chaque demande qui se produirait, que ce soit un don d'objet, un prêt d'objet, on ne pourrait même plus parler de don, voilà, ce serait une vente d'objet, eh bien, la relation qu'on créerait à ce moment-là entre nous deviendrait une relation comptable. Et je ne sais pas comment serait une telle société dans un futur. Moi, je n'aime pas trop, parce que j'aime bien le côté spontané.
Ah, j'ai besoin de toi, viens m'aider, on y va. Et on se doit rien. J'aime bien ce côté-là où il n'y a pas... je ne dois pas te payer pour, tu ne dois pas me payer pour. Il y a quelque chose qui se crée humainement entre nous. Mais voilà, d'autres pensent que c'est à travers les monnaies locales qu'on arrivera à réformer le système. Je ne sais pas. Mm-hmm. On va parler précisément du nom de CEL. Donc, c'est un système d'entraide locale. Ça veut dire ça, CEL. Et est-ce que ça naît d'une manière spontanée dans les quartiers parmi les voisins ou comment vous le facilitez? Alors, il y a deux façons. Donc, la plupart du temps, moi, je suis pas très communicatif. Donc, c'est-à-dire que j'ai un site, voilà. Donc, les gens, là, en fait, souvent, les gens me téléphonent. Donc, la plupart du temps, moi je vais pas vers, je me dis, si les gens ont besoin, ils viendront, ou alors ils créeront leur propre truc. S'ils le savent. S'ils le savent, voilà. C'est vrai que c'est bien, cette occasion est géniale parce que voilà, on fait connaître également des réseaux. Mais loin de moi l'envie d'imposer, de créer quoi que ce soit en pensant que je détiens une forme de changement sociétal, loin de moi. C'est pour ça que je me dis, si les gens le savent, eh bien, ils iront peut-être, ils toqueront peut-être à la porte et me diront, tu sais, voilà, on aurait envie de créer un CEL, comment ça se passe. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, soit c'est de bouche à oreille, donc les gens ont parlé avec des coordinateurs d'un autre CEL, et ils habitent pas très loin, et ils sont un petit groupe, 4-5, parfois ils sont même 2, parfois ils sont 10, ça dépend. Et puis, ils me téléphonent, voilà, on aimerait bien mettre en place, et moi je viens, je les aide, etc. On met la structure, Internet, le bazar, donc tout ça, on met en place. Une fois qu'ils sont lancés, ils sont libres. Donc ils vont devoir agir, eux, sur le terrain. C'est eux qui seront les vrais acteurs. Moi, je ne suis que là juste en tant que support et pour les pousser un peu, et avec peut-être une vision aussi globale, parce que j'ai beaucoup de retours de différents coordinateurs, de différents CEL, en me disant, voilà, tiens, il y a tel problème qui s'est produit, est-ce qu'on pourrait remédier à ça, ou est-ce qu'éventuellement, on ne pourrait pas ajouter ça dans la charte globale, pour que les prochains CEL qui arrivent pourraient bénéficier de notre expérience et des erreurs que nous avons commises dans le passé. Donc, en gros, la façon dont ça se passe, c'est que les gens me téléphonent ou m'envoient un petit mail, voilà. Donnez-moi un exemple d'un CEL qui fonctionne depuis un bon bout de temps. Ben, je vais prendre un bon exemple. Mons, voilà. Alors, et je peux parler d'elle publiquement, parce que voilà, c'est quelqu'un de public. Donc, Cécile Blondeau de Mons, je me rappelle quand on s'est vu la première fois, elle m'a téléphoné, et elle connaissait rien en informatique, absolument, puisqu'il faut gérer aussi sur le site les membres, les données, etc. Donc moi je dis, bah écoute, super, elle était toute seule. Et donc elle me téléphone, on se voit une fois, puis on se voit 2 fois, 3 fois, 4 fois. On passe quand même plusieurs jours ensemble, comme ça. Et à la fin de quelques jours, eh bien, elle me dit, voilà, moi je suis prête. Après je dis, ben, vas-y, tu te lances, tu vas dans la nature, dans la jungle, tu essaies de voir si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, ben voilà, ce serait une expérience, c'est bien. Et elle s'est lancée, et le CEL tourne hyper bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle, bon, c'est vrai qu'elle a une faculté de communication qui est quand même assez bonne, donc elle a trouvé des gens pour l'aider dans la coordination, chacun avec leurs compétences, ce qui fait que son travail n'est plus juste centré sur elle-même, mais est délégué, donc chacun a vraiment une position, chacun partage, chaque coordinateur participe de manière active et font fonctionner le CEL dans sa totalité avec les différentes activités, etc. du CEL. Donc il y a des coordinateurs qui, eux, prennent en charge le réseau. Et souvent, ce qu'il y a, c'est que quand il n'y a qu'une personne ou deux, bah, les gens se fatiguent, ils perdent espoir, ou parfois, quand les coordinateurs ont beaucoup trop d'ambition et qu'ils voient que la population qu'ils ont en face d'eux n'a pas la même démarche, ils peuvent aussi perdre espoir. Là aussi, je dis souvent, adaptez-vous aux gens que vous avez autour de vous. Vous avez une idée, elle est intéressante, mais peut-être qu'elle ne sera pas tout de suite d'application. Il faudra peut-être attendre du temps, peut-être dialoguer d'abord avec la population que vous avez, et ensuite peut-être, dans quelques années, vous pourrez arriver à ça.
parfois trop d'activité, ça tue l'activité. Donc il faut aussi essayer de pas trop se disperser dans le sel, parce qu'il y a des gens dans le sel qui commencent à créer des repair cafés, des donneries, d'autres activités, et finalement ils ont des potagers collectifs, etc. Et finalement on les retrouve un peu partout, et ils se déstabilisent. Ils ne savent pas comment gérer tout. Ils savent pas comment gérer tout. Donc ça c'est aussi problématique. Si on s'attelle à sa tâche, c'est comme si on prend son cheval, on chevauche un seul cheval, on va pas en chevaucher deux, quoi. Donc, et c'est plus facile à gérer. Mais il faut qu'il y ait des acteurs à côté, des co-coordinateurs, qui vont s'entraider les uns les autres pour faire fonctionner la machine, quoi. Avant, vous parliez avec mon collègue, avec David, du besoin de réduire la consommation. Oui. Et aussi le travail. Et comment pensez-vous se faire? Parce qu'à la fin, quand on consomme moins, on donne aussi moins de travail aux gens qui travaillent. Donc, de quoi vivent ces gens-là? Comment pensez-vous? Quelle idée proposez-vous? L'idée est une idée à long terme et sur une réforme très lente et progressive. On ne peut pas changer un système en créant le chaos. Autrement, il ne bénéficie qu'à ceux qui possèdent déjà le pouvoir. Si je crée une guerre, c'est ceux qui possèdent le pouvoir qui vont en bénéficier. Donc, si par contre je veux que la population bénéficie d'un changement réel, il faut atteindre la population par plusieurs axes. On parlait tout à l'heure d'éducation, de prise de conscience de soi, d'entraide. On parlait au niveau de l'école, en tout cas au niveau des jeunes gens. Je peux reprendre quelques exemples. Et je vais reprendre l'exemple du Danemark, puisque ça me parle, parce que c'est un pays où j'ai vécu, où il y a aujourd'hui, au niveau d'éducation, un cours d'empathie, c'est-à-dire que je suis à l'écoute de mon camarade, j'entends ce qu'il me dit, j'essaie de le comprendre, et en même temps, un autre axe, je participe à sa réussite. Ça, c'est un vrai changement. Je vais essayer d'arriver à répondre à la question, mais je dois y arriver par une combinaison d'informations. Donc, déjà par là, je vais contribuer à améliorer l'enfant. Donc, sa perception de comment notre société existe. Si déjà à la base, je dis, pour que cette nouvelle société ou civilisation soit viable, durable, il faut qu'on s'entraide. Eh bien, la conscience, c'est déjà le premier pas. Ensuite, pourquoi pas mettre des selles à l'école? On crée des réseaux d'entraide entre élèves. J'ai un peu plus de compétences en mathématiques, eh bien, je vais aider l'autre qui en a moins. J'ai un peu plus de compétences en langue, je vais aider l'autre qui en a moins, etc., etc. Je vais mettre ça en place. Mais ça, on le fait de manière naturelle, non? Dans certaines ambiances. Dans certaines ambiances, on le fait déjà d'une manière naturelle. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont défavorisés. Et il y a l'autre élément qui est là sous-jacent, c'est la compétition. La plupart des écoles, et en tout cas des écoles à haut niveau, malheureusement, mettent les gens en compétition. Et c'est à l'opposé de ce que nous, on essaye de mettre en place. C'est à l'opposé de l'empathie et de la construction collective. La construction collective, c'est je vais t'aider pour que tu m'aides en même temps. C'est-à-dire qu'on va ensemble essayer de construire quelque chose. C'est pas genre, ah ouais, toi tu vas réussir, et si tu réussis, bah moi je vais avoir moins. Ce sont des vases communicantes, la monnaie, hein, dans le monde. Hein. S'il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, dernièrement, si tu regardes sur Forbes, le taux des milliardaires en 2016, il y en a de plus en plus, mais il y a de plus en plus de pauvres. Donc il y a une balance au niveau de la compétition qui est inévitable. Celui qui a du pouvoir, il sera inévitablement plus fort que l'autre, et l'autre sera soumis à celui qui a du pouvoir. Par contre, si je crée une société comme dans le sel, la philosophie du sel, c'est que nous décidons tous ensemble, nous allons ensemble essayer de créer quelque chose. C'est le cas, hein, donc c'est la même philosophie depuis 40 ans. Donc, mais nous sommes tous les acteurs, nous contribuons à améliorer cette société. Donc comment arriver à changer? Donc d'abord il y a l'école, donc ça c'est le premier niveau.
Donc, on parlait de l'éducation, puis on parle de l'entraide, donc l'éducation où on quitte le modèle de la compétition pour aller vers un modèle d'entraide, de je suis content que tu réussisses et je participe à ta réussite, et puis faire en sorte que l'élève puisse se centrer sur lui-même, lui apprendre à être conscient de ses vrais besoins. Parce que des désirs, on le disait tout à l'heure, des désirs nous en avons tous, mais de quoi ai-je besoin réellement? Et comment, c'est quoi mon bonheur en fait? Mon bonheur, qu'est-ce qui me... Ben, souvent dans la vie on a besoin de très peu de choses. On a besoin, enfin en tout cas moi, on a besoin d'amour, voilà c'est la première chose, et puis on a besoin d'avoir des choses simples. De santé, voilà, d'avoir des gens qu'on aime autour de nous, avec qui on a de bonnes énergies. On n'a pas besoin de beaucoup en tant qu'être humain finalement, mais on a besoin d'être heureux avec les autres. Le mec qui est sur sa tour d'ivoire avec 50 milliards, je ne sais pas s'il est heureux, peut-être. Peut-être que le fait qu'il ait 10 Rolls-Royce et 2 Valjet et peut-être. Enfin moi je ne serais pas heureux. Enfin je me sentirais pas bien parce que je me dirais mais à quoi ça me sert d'avoir tout ça alors que les autres sont dans la pauvreté. C'est les rois en exil. Hein. C'est la tour d'ivoire. Hein. Donc le changement, il vient d'abord de la base. Lorsque l'enfant, pourquoi pas l'adulte, reconnaît ses vrais besoins, il va consommer moins. Donc il y aura moins d'argent qui va rentrer dans la société. Mais comme il y aura moins de besoins, il y aura moins en effet, il y aura moins de contributions au niveau de l'État. Mais il y aura moins de besoins d'achat aussi. Donc aujourd'hui, par exemple, si j'ai un montant d'autant par mois, exemple, quelqu'un qui a un petit travail, on va dire, tout ça, ou même prenons quelqu'un qui est au chômage, voilà. C'est un bon exemple, et qui a juste de quoi vivre. Eh bien, si cette personne ne va pas acheter des outils ou des appareils dont elle n'a pas besoin, elle pourrait très bien être heureuse comme ça, avec les moyens qui lui sont donnés. C'est vrai que les moyens aujourd'hui ne sont pas suffisants pour la société. C'est vrai qu'ils ne sont pas suffisants. Il y a des besoins aujourd'hui qui ne sont pas comblés. Parce que l'apport qu'on a, que ce soit pour des personnes qui travaillent ou des personnes qui sont sans emploi, pour certaines personnes, ils n'ont pas assez d'argent pour survivre. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Donc, dans le changement, il y a donc d'abord l'éducation, mais il y a aussi peut-être à établir un système où on aurait une rémunération tous collective. Moi, je reviens avec la rémunération universelle. Hein. Il y a déjà des pays qui sont en train d'essayer de faire. En Finlande, je crois qu'il y avait une région qui est en train de faire le test. Mais il faut que cette rémunération universelle existe partout dans le monde pour que elle puisse après être utilisée pour acheter et qu'elle soit décente. Que avec ce qu'on me donne, je puisse acheter en fonction des besoins. On parle des besoins, voilà, et que en plus je puisse avoir une vie qui soit décente. Donc pour moi ça c'est le plus important. Et comment peut-on financer ces revenus universels? Il y a énormément d'argent qui traîne dans des... Oui. Alors, il y a plein... Alors, il faudrait changer les systèmes complètement d'une manière où nous n'avons pas accès. Mais nous avons accès par notre attitude. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est un long... Au début, j'ai bien dit, c'est un chemin long. Il faut être prêt à comprendre ça, que nous sommes... Peut-être que nous serons déjà morts depuis longtemps, mais nous devons travailler déjà maintenant. Si aujourd'hui on peut parler entre nous, c'est parce qu'il y a des gens, il y a quelques centaines d'années, qui ont combattu l'obscurantisme du clergé, voilà. Donc aujourd'hui on peut discuter, avoir un dialogue, qu'il y a quelques années on serait peut-être pendu ou brûlé. Voilà. Donc on est des travailleurs de long terme. Donc ce que l'on fait aujourd'hui aura une incidence dans quelques temps. Alors, en effet, le système doit être changé dans sa totalité. Sinon ça n'a pas de sens.
le système aujourd'hui, il est clairement basé sur la domination du plus fort. C'est simple, bestial, c'est basique, bon. Mais c'est dommage. Parce qu'on a tellement de belles choses en nous qu'on pourrait mettre en union avec les autres, en collaboration avec les autres. Donc, comment financer ce modèle? Ben, déjà, on parlait tout à l'heure des tonnes de milliards qui transitent par les transactions financières où on fait des spéculations sur au niveau de la bourse. Enfin, il y a les spéculations sur les produits toxiques, les produits passifs. Les gens achètent au niveau boursier des assurances pour se protéger d'un investissement qu'ils ont fait sur un produit qui va peut-être donner autant de pourcentage. Et ce produit n'est pas le produit du labeur humain. Donc c'est une spéculation sur une spéculation. Et quand on parle avec des économistes qui nous disent mais c'est des machines qui le font pour nous aujourd'hui. Je dis mais où est-ce qu'on est? On est dans n'importe quoi. Mais ça génère des capitaux gigantesques. Gigantesques. Cet argent, il va, on ne sait pas où. Eh bien, tout cet argent pourrait revenir à la source et être redistribué de manière, bien sûr, cohérente, régulée, etc. Mais c'est une des manières de redistribution. Mais ça demande à ce que tous, on est tous acteurs de ce jeu. Donc, quelque part, on a tous un mot à dire, on a tous à jouer notre part, voilà, quelle qu'elle soit. Voilà. La seule chose, c'est de trouver sa place dans le jeu. Donc le changement, il est là et nous sommes là pour le faire changer. Ce ne sera pas en 2 ans, en 10 ans, non, c'est pas possible. Joaquin de Sousa, facilitateur en Belgique de l'ESSEL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle continuation. Merci, merci.